aussi bidouiller à l'intérieur même du pattern. Par exemple, un truc qui est utile si on veut des notes brèves, parce que là, en fait, j'ai des notes longues sur mon instrument de mute, parce qu'il joue exactement les mêmes notes de la basse avec leur même longueur. Donc, il y a aussi un effet MIDI qui permet de décider de la longueur exacte de toutes les notes qui vont entrer dans l'instrument. Et ça s'appelle note length dans les effets MIDI. Et voilà. Donc, je vous ai parlé du Transient Shaper parce que j'avais pas envie de toucher à l'attaque decay release de je ne sais quel oscillateur ici. Donc là, on va dire que c'est une modification du son en audio, vraiment. Et là, via ce MIDI note length, c'est comme si chaque note qui était jouée se retrouvait toute petite et à la même longueur. Voilà. Donc c'est ça la première technique, je pense à aborder, avant même le Transient Shaper, c'est-à-dire le détournement du drum bus. Voilà, je vais faire un truc comme ça. On peut aussi lui faire jouer une octave. Alors là, c'est truc de truc. Je fais un groupe en sélectionnant mon pitch. J'appelle cette première chaîne qui va s'afficher toute seule 0. Je duplique cette chaîne. Dupliquer. Je vais appeler 12. Et vu que mon synthé est polyphonique, je pense, je vais avoir les deux hauteurs de notes en même temps. Eh ben non, il est monophonique. C'est marrant. Ah oui, non. Autant pour moi. Si là, la hauteur 0, c'est plus 24, j'ai dû choisir cette octave. Donc ici, bah forcément, il faut que je rajoute 12 aussi. Hein, donc 36. Voilà, là, on est d'accord. On peut aussi, pendant qu'on y est, parce que là on est en train de simuler tout ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire comme deux instruments, mais on est sur le même. Et pour, en fait, chacune des touches, celle qui joue l'octave aiguë et la note fondamentale, donc ces deux petits canaux que je viens de créer, et je peux, hop, je vais mettre une vélocité, je peux faire que chaque note ait sa propre vélocité. Donc explication. Bien sûr, si l'instrument est velocity sensitive, quoi. Et il l'est. Donc, vous voyez, là, j'ai mis à 0. Bon, pour que ça soit clair vraiment dans votre esprit, c'est comme si j'ai sélectionné toutes ces notes, là. J'ai fait CTRL-C, CTRL-V, Maj, flèche du haut. Voilà, comme si j'avais doublé à l'octave la même ligne de cocotte, quoi. OK ? Voilà ce que j'ai fait en mettant ces plugins. Parfois, mettre le plugin et faire un réglage sur le plugin, ça évite d'avoir à rentrer dans l'édition et puis, bref, tous ces délires. Et ça va permettre d'aborder différents... Donc déjà, donner un volume différent à ce qui est aigu et à ce qui est grave. Donc je remets le grave en route. Donc voilà, donner un volume différent à ça ou à ça. Ok, donc c'est parti. En jouant sur la output velocity. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un paramètre aléatoire avec le bouton random. Vous voyez, la courbe jaune représente le rapport entre mon bouton out low et out high. Et si j'augmente le random, il va potentiellement, comme il choisit, jouer une note plus ou moins forte à l'intérieur de ça. Donc c'est des tout petits détails, mais en touchant à tout ça, ça fait que même une boucle aussi simple que celle qui est en train de tourner là, va pouvoir avoir des variations subtiles. Elles ne sont pas notables forcément, mais elles seront suffisamment subtiles pour pas que l'oreille entende strictement tout le temps la même dynamique et le même tralala, quoi, hein. Bien sûr, les vélocités en fonction des instruments, vous voyez, celui-là augmente la brillance quand il y a plus de vélocité, donc faut penser à tout ça, hein. C'est à vous de faire le choix, quoi. Ok. On
va se dire que ça va. Retoucher ici un peu. On voit que le shaper a quand même joué sur le tout, hein, dès que je retouche à ces paramètres. Voilà, là on est bien. Hop. Vérifier la vélocité sur la basse. Du volume là-dessus, moins de buts, mettre tout le monde dans la pièce. Voilà, généralement, la plupart du temps quand je joue la basse à l'octave, on va mettre d'ailleurs les deux basses dans le même groupe pour l'instant, les deux basses graves. GP basse. Voilà. Tout à l'heure, on était sur les pistes, il y a les instruments. Pardon. Et si je veux mettre un truc qui contrôle ces deux, je clique sur le groupe. Là, je voulais mettre un utility. Voilà. Parce que je ne veux pas changer le fait que la basse soit velocity, pas velocity sensitive, c'est-à-dire pas sensible à la vélocité. Mais je veux que toute cette partie, toutes les parties où il y a de la basse médium à l'octave, que ça soit un peu moins fort. Pour que quand la basse apparaît dans les subs, là dans la partie bleue, qu'il y ait plus d'impact, quoi. Donc pour ça, je clique sur la piste du groupe, j'ai glissé mon utility, je clique sur cette icône où j'appuie sur A sur le clavier, je clique sur le gain, voilà tout ça pour dire, en sélectionnant le gain, la courbe d'automation du gain apparaît ici. Voilà. J'ai besoin qu'elle soit on va dire moins 6 dB, moins 4, allez, on peut faire un clic droit, edit value, moins 4. Faire un clic ici, edit value et appuyer 0 ici, voilà. Comme ça, ma basse mid va monter tout progressivement en volume au lieu de devenir trop forte, quoi. Voilà. Là, c'est trop. Voilà, moins 4 était la bonne décision, quoi. Même un peu plus, je pense, moins 3. C'est vraiment pas grand-chose, moins 3, mais ça suffit pour désengorger un petit peu le début du mix, quoi. Ouais, pas de piano à l'intro. Au niveau du riff, on peut faire la même chose, c'est-à-dire, généralement, si je trouve un son trop maigre, je vais tout le temps le doubler à l'octave grave. Donc au lieu de dupliquer l'instrument, cette fois-ci, je vais dupliquer, donc grouper mon pitch. Voilà. Et là, j'ai déjà mon son, donc je vais créer une chaîne cette fois-ci au lieu de la dupliquer. Ne rien mettre sur cette chaîne, et c'est elle qu'on va appeler 0. Et là où mon pitch a été groupé, je vais appeler ça plus 12. Et bien sûr, je le mets sur plus 12. Si je veux ça. Dans le contexte. Donc voilà, le truc, ça sera le grave qui sera moins fort dans ce cas-là.
Donc voilà, hein, je rappelle, j'ai dupliqué donc un plugin de pitch. C'est comme si je disais, c'est le même trip que tout à l'heure, hein, c'est comme si j'avais dupliqué l'octave à dièse 3 et que j'avais dupliqué toutes ces notes en dessous dans les graves. Voilà un peu ce que j'ai fait, mais juste en mettant un plugin. Bien sûr, ces effets, pareil, peuvent être sauvegardés et rappelés, parce que c'est utile qu'il y ait déjà ça pour certains instruments. Je ne vais pas le refaire encore, mais petit rappel. Voilà, on va essayer sans cette doublure que j'ai éteint. Là, on entend vraiment que la piste 0, l'octave 0. Et je vais remonter le volume du moins 12. Voilà. Ok. Pour faciliter le mix, parce que je regarde 2h16, ouais, je mettrai ça en 2 épisodes. Enfin, j'aurais mis ça en 2 épisodes parce que celui-là sera le 2e épisode de ce dont je parle. Donc faire encore une petite demi-heure, 20 minutes, mixer ça, passer à l'étape comme si on avait fait, voilà, ou qu'on avait tout fini et qu'on faisait le mix, même si c'est pas le cas, mais on va pouvoir développer comment ouvrir nos aux, assigner tout ça sur le clavier AZERTY ou sur un contrôleur. Là, ça sera sur le clavier AZERTY, mais vous savez que vous pouvez le faire avec quoi que ce soit. Et voilà, donc c'est l'heure de la pause. Alors 2 choses me sont venues à l'esprit pendant la pause. Petit 1, j'ai pas abordé l'ouverture d'un drum rack pour fabriquer sa batterie. Donc on va faire d'abord l'utilisation d'un drum rack, même si c'est pour refaire la batterie qui existe ou en faire une autre. Comme ça donnera une idée aussi lorsqu'on ne veut pas construire sa batterie comme nous on l'a fait au début, c'est-à-dire en utilisant la boucle qu'on a préparée dans l'épisode 1. Cet épisode 2 va être très long en plusieurs parties. Voilà, utiliser des tranches à l'intérieur des boucles, mais plutôt quand on désire utiliser des samples, parce qu'on a trouvé des samples de grosses caisses claires, Charleston et compagnie. Comment ouvrir facilement un drum rack, faire un drum rack, et voilà, et on finira juste par un petit dub du morceau en cours. Voilà, de la démonstration en cours, on va dire. Autre chose que j'ai fait aussi entre-temps, c'est de remplir toute la partie mélodie. Au début, j'ai appelé ça riff, mais je compte pas rajouter une autre mélodie, hein, c'est juste pour pouvoir dubber. Donc j'ai simplement structuré au minimum le tout début du morceau pour être sûr que tout ne vienne pas en même temps. Mais ensuite, j'ai rempli au maximum. Donc j'ai rempli au maximum, pardon, pour pouvoir, quand on va muter et démuter les pistes, qu'on ait tout le temps quelque chose en dessous. Donc avant d'attaquer le dub, 2 choses que j'ai oublié d'aborder dans ce tuto. Déjà, si c'est pour dubber et vraiment expérimenter le mixage, muter, démuter les pistes, construire son morceau sur le moment, c'est important au maximum. Bon là, j'ai fait des arrangements simples, mais après, chacun prendra le temps de faire son morceau. Mais d'avoir les pistes remplies, peut-être un peu structuré au début, enfin surtout pour les mélodies, pour pas que tout le monde vienne en même temps, mais de laisser les pistes remplies, comme ça, de connaître son morceau et de savoir quand on va allumer ou éteindre, on sait ce qui est en dessous, il y a toujours quelque chose en dessous, au cas où en plein mix, on veut tout éteindre et allumer la mélodie, que ça ne tombe pas dans un trou où il n'y a pas de mélodie, quoi. Donc les morceaux structurés, c'est quand il y a un chanteur ou un lead mélodique. Tant qu'il n'y a rien de lead, voilà, rien n'interdit d'avoir toutes les pistes de rempli et de fabriquer ça au mixage, quoi. Donc l'autre point, c'était que au niveau des drums, on a utilisé les boucles du précédent tutoriel qu'on a mis dans des sampleurs et on a mis ces sampleurs en mode tranche. Mais là, on va aborder donc le drum rack
un petit peu avant de faire ce mix dub. Donc je crée une autre piste MIDI. Et sur cette piste MIDI, on va aller dans l'onglet catégorie drum et prendre un drum rack. On peut prendre un drum rack vide, on peut prendre un drum rack qui appartient à Ableton. Là, ce qu'on voit, c'est tout un tas de drum racks que j'ai fait moi-même, que j'ai mis dans ce même dossier. Donc je vais prendre un des miens, ou alors non, on va en prendre un vide et savoir comment on le charge, comme ça vous saurez comment ça se passe aussi. Donc on prend un drum rack vierge en cliquant l'icône drum rack, et ensuite on va dans sample. Donc j'ai expliqué pareil dans le précédent tutoriel comment avoir son dossier de sample qui apparaît ici. Donc soit vos samples sont ici, vous les prenez ici, soit vos samples sont quelque part ailleurs dans l'ordi et vous allez via l'explorateur pouvoir les glisser directement sur les cellules. Mais voilà, c'est bien ici en utilisant la fonction add folder d'ajouter le dossier de notre ordinateur qui contient les samples. Parce que de cette manière, on peut les auditionner ici. Donc moi, mes samples sont là. Soundpack, Shield Drum, Drums, Elements, pourquoi pas, Elements Kit, voilà, tout est séparé. Donc je vais glisser un kick, rimshot, j'aurais bien aimé avoir une snare. Bon, voilà une snare, donc un kick, une snare. Voilà, et des hi-hats. Ok. Donc j'ai aussi pour habitude de créer comment dire ça, un layout, la manière dont sont organisées les cellules. Je les crée en miroir pour les jouer sur un contrôleur. J'ai un petit contrôleur avec des pads, avec 16 pads, comme ça. Donc j'ai un instrument de basse qui sonne parce qu'il était armé en enregistrement. Donc je désarme ça et je retourne sur mes drums. Voilà. Bon, ça tape au maximum pour tout le monde. Donc ce que je vais faire déjà, c'est de baisser le volume de ces cellules. Je vais d'abord sortir toutes mes cellules. Donc quand j'expliquais un layout miroir, c'est pour que à gauche et à droite de mon pad, je puisse avoir le même instrument. Ça sera plus facile pour jouer. Donc je mets mes deux kicks à l'extérieur. Mes snares, je vais les mettre là. Je peux prendre mon rimshot que je glisse sur la cellule. Contrôle déplacé pour le dupliquer. Voilà, donc en fonction du clavier que vous avez, vous choisissez où est-ce que vous posez vos cellules, quoi. On peut rajouter des charlets ouverts. Voilà, au-dessus des... Voilà où je mets mes charlets ouverts. On peut rajouter un tom ou un son. Je vais prendre ces sonars. Hop, je duplique les sonars graves qui font comme office de tom grave. Hop, et une cymbale ou deux. Une cymbale ici. Et pour changer, mettre un clap de l'autre côté. Non, pas besoin de clap. Une autre cymbale. Et on va faire que cette deuxième cymbale soit pitchée. Là donc quand je sélectionne une cellule, c'est le sampler qui contient le sample que je viens d'ajouter dedans qui s'affiche à droite. Donc je sélectionne la deuxième cymbale et je mets une transposition de quelques demi-tons. Là c'est un peu trop peut-être. Voilà. Donc maintenant, bien sûr on entend que tout est trop fort, hein. C'est beaucoup trop fort, surtout quand on va jouer notre batterie. Donc on peut, par exemple, je vais baisser le volume de toutes ces cellules en même temps. Et la technique, c'est de choisir une cellule, par exemple le kick, lui donner un volume de base, pour moi là ça va être -12, et faire un clic droit sur ce volume et utiliser l'option qui s'appelle Copy Value to Siblings. Et il nous met entre parenthèses 15. Ça veut dire qu'en dehors de cette cellule, il y a 15 autres cellules pour lesquelles Ableton pourra baisser le volume à -12 dB, ce que je veux. Voilà. Donc maintenant, voilà, tout le monde est beaucoup moins fort.
Ok. Ensuite, la vélocité, parce que apparemment tout le monde est en vélocité super forte, donc ça se passe dans contrôle. Et le paramètre, c'est vélocité par rapport au volume. Donc moi, c'est qu'en fait, j'ai sauvegardé, comme j'ai sauvegardé les pistes parfois avec des paramètres par défaut, mes sampleurs sont sauvegardés par défaut comme ça. Voilà. Euh, mais si vous avez jamais sauvegardé de sampler par défaut pour vous, Ableton aura laissé ici à 35% normalement. Ce qui fait qu'à 35%, le rapport vélocité par rapport au volume vous donne déjà une bonne vélocité, le truc par défaut d'Ableton. Bon. Apparemment, mes hi-hats sont déjà des boucles de hi-hat, mais c'est pas grave. Ok. Voilà, ensuite, vite fait, on va baisser le volume des cellules qui nous paraissent un peu trop fortes par rapport à d'autres. Les charlets ouverts, je vais les mettre à moins 18 au lieu d'être à moins 12 pour voilà, qu'ils soient plus dans la gamme de volume du charlet fermé. Voilà. Donc vous voyez aussi que si j'appuie brièvement, on va le voir sur les tomes, le son s'arrête, et si j'appuie long, il va être long. Okay, pareil, par défaut, mon sampler est réglé comme ça. Mais admettons, si on veut pour ces cellules de tomes qu'à chaque fois qu'on les déclenche, ils lancent tout le son en même temps, on va changer les paramètres release. Donc en double-cliquant sur tout ça, vous allez le remettre par défaut. Voilà. Et si je veux qu'il joue tout sa longueur sur toutes ces cellules, je change le release. Donc, je vais quand même le laisser pour les tomes parce que ça peut être intéressant quand on le joue. Voilà. Soit appuyer bref, soit appuyer long. Hop, pardon. Par contre, sur tout ce qui est caisse claire, kick, si je les ai bien taillés déjà dès le début, je vais lui demander de lire tout le sample, même quand j'appuie très brièvement. Et pour ça, je monte le release de chaque sampler que ça concerne. Voilà, pour mes deux caisses claires. Rimshot pareil. Voilà, de cette manière, vous savez régler ces paramètres soit sur toutes les cellules en même temps, via le copy value to cBilling, après avoir choisi une valeur sur une des cellules, ou alors faire des réglages pour chaque cellule en particulier. Bien sûr, c'est un truc quasiment obligatoire à faire sur les cymbales, sinon quand on appuie brièvement, on n'a pas de cymbales. Donc release à fond. Voilà. Sur les tomes, je devrais les enlever, mais comme je disais, je vais le garder pour avoir ce petit côté d'expression. Donc voilà, en gros, si votre drum rack est déjà réglé par défaut dans Ableton, il n'y aura pas trop de boutons à changer. Mais c'était pour vous donner des exemples. Pourquoi des fois la cellule, quand vous appuyez dessus, ne réagit pas comme vous vouliez en fait. C'est-à-dire un son qui bloque, alors que normalement vous devriez entendre ça. Un son pas assez fort, trop fort ou pitché, enfin bref, tout se passe là. Je vais baisser ces cymbales aussi. Généralement, c'est tout le temps les cymbales et les charlets ouverts qu'on peut réduire au moins de 6 dB par rapport à leur volume initial. Donc moins 12 plus moins 6, moins 18. Voilà. Ok, ensuite on peut faire encore d'autres choses intéressantes. Pour ça, on passe dans l'autre page, la page table de mixage ou alors session. Et ce qu'on va faire, c'est que là, voilà notre drum rack, ici. Et on peut ouvrir la petite flèche qu'il y a sur le bord, et là, il nous donne toutes les cellules. Ok, c'est-à-dire tous les kicks, toutes les snares, vu que moi, en plus, j'ai doublé tout le monde. Donc, je vais réunir les uns à côté des autres, les deux kicks, tous mes hi-hats et cymbales. Donc, les deux hi-hats fermés, les deux hi-hats ouverts et les deux cymbales tout à l'heure.
Voilà, cymbales et cymbales. Ce hi-hat, on le renvoie ici. Voilà, ensuite on a les cymbales, le rimshot, snare, on est d'accord. Les sonars sont les toms. Voilà, on est bon. Et ensuite, on peut grouper aussi à l'intérieur même du drum rack. Là, je rappelle qu'on est à l'intérieur de ce drum rack et qu'on a ouvert cette petite flèche. Donc, je vais grouper mes kicks, CTRL-G, en sélectionnant les deux kicks. Voilà, j'appelle GP kick. Je peux même lui donner une couleur. Voilà. Ensuite, les hi-hat et les cymbales, pareil, je sélectionne le tout. En fait, à l'intérieur du drum rack, pour une meilleure organisation, je les rassemble par famille. Voilà, cymbales. De cette manière, à l'intérieur même du drum rack, même si on le divise en plusieurs pistes plus tard, on pourra déjà mettre des traitements d'EQ ou de choses qui a besoin sur chacun des groupes. Les groupes de kick, le groupe de cymbales, tout le groupe de snare et le groupe de tom. Et voilà, et on aura fait le tour. Donc le groupe de snare, on va le laisser de cette couleur. Voilà. Donc c'est quand même pratique, les tomes en rouge. Donc voilà, un peu de musique. Ok, donc tout ça pour avoir à l'intérieur de notre drum rack. Donc on est organisé. Si j'ai besoin, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'étais en train de jouer sur les cellules. Et je vois que le kick, il est vraiment très énervé et j'ai besoin sur les deux kicks en même temps d'appliquer une equalo pour réduire cette attaque qui est utile dans certains morceaux, mais là, j'en ai pas besoin dans celui-ci. Donc, voilà mon drum rack. Je sélectionne donc la piste de groupe kick qui contient le kick 1 et le kick 2. Et je vais placer après ce groupe un EQ. Voilà. Je teste. Ce que j'ai besoin d'enlever, c'est ça. Hop. Le Q un peu plus large. Peut-être je vais enlever un peu de ça aussi ici. Voilà. Là, ce son, ils appellent ça boxy. Faut pas tout enlever, mais ça, c'est joli, c'est profond. Quand on enlève cette fréquence, le kick va devenir plus profond, quoi. Voilà. Donc voilà pour ça. Et puis après, c'est le même topo, on peut refermer tout ça si on pense que tout est correct. Et lancer un enregistrement. On peut aussi remettre le même drum bus qu'on avait mis sur notre premier groupe de batterie. Hop, je peux fermer le drum rack aussi. Voilà. Voilà, c'est radical quand même. Je vais l'emmener environ au même volume de l'autre batterie qui est de moins 3 dB et quelques, moins 4. Ok. Donc un truc que j'ai dû oublier de faire, c'est voilà, là où j'en étais tout à l'heure, le vélocité par volume. Donc je double-clique pour la valeur par défaut, pour avoir de la vélocité. Et je fais copy value to Sibyling. Ok, donc un test.
va essayer de faire une ligne de batterie beaucoup plus simple que l'autre pour vraiment renforcer ce qui se passe. Donc pas de double note sur tous les kicks, les snares et les accents de hi-hat. Comme ça sert d'un double exemple, soit donner du support à une batterie déjà commencée ou fabriquer une batterie, quoi. Donc on va appeler ça drum 2. Voilà. Ok, du volume, donne-moi du volume. Pardon, est en train de bouffer mon mix sans que je m'en rende compte spécialement. Voilà. J'en profite pour refaire des petites balances, bien entendre ce que je fais. Sur un truc comme ça. Ok. J'ai coupé l'enregistrement un petit peu tôt. Donc, je peux redéfinir la valeur ici. Voilà. Voilà, et puis vous vous doutez bien que c'est ainsi de suite. Donc je rappelle que dans cette vue, pour faire des overdubs, on clique sur ce petit cercle vide. Ok. Petit truc que j'ai oublié de faire, c'est de mettre le release à fond. Deux choses. Mettre le release à fond sur les charlets ouverts, et ça permet d'aborder aussi ce truc de dans list, voilà, de faire que les hi-hats se mutent les uns les autres, en fait. Je m'explique, quand le charlet fermé arrive, il faut que le charlet ouvert se ferme. Pareil, c'est pas comment dire ça, pas une obligation tout le temps, mais c'est souvent le cas, vu que le charlet est le même instrument. Donc pour ça, il va falloir cliquer sur les in-out. Donc forcément, on rentre dans le drum rack. Dans le drum rack, on clique sur le groupe cymbales parce que le charlet fermé et ouvert et les cymbales sont dans le groupe cymbales. Et dans le groupe cymbales, vous cliquez sur les entrées-sorties et là voilà, on a des notes qui apparaissent et on a une colonne où c'est marqué none partout. Et ça, c'est le... alors, si je me souviens bien, oui, je pense que c'est ce qu'ils appellent le choc. Voyons voir en ouvrant le truc sur le bord. Hop. Voilà. Utilisez cette case pour sélectionner le choke group. Donc un choke group, c'est-à-dire que tous les sons qui sont dans le même groupe de choke pourront pas être joués en même temps. C'est pour ça que du coup, le charlet fermé va venir fermer le son de charlet ouvert qui est long. Là, pour l'instant, quand j'appuie charlet fermé, il ne se ferme pas, quoi. Donc je vais prendre tous mes charlets, les mettre sur... On a possibilité de 16 groupes de choke. Des fois, on peut l'utiliser pour d'autres voilà, d'autres sons qui sont à l'intérieur. Et maintenant, voilà, quand je ferme mon charlet avec le charlet fermé, quand je ferme le son du charlet ouvert avec le charlet fermé, il le fait. Donc voilà, je vais donc effacer le charlet et puis réenregistrer rapidement.
Ok. Déjà d'entrée, je sais que je vais prendre ça. Et puis, un petit... Voilà, découpé. Un quantize quand même minime, ça sera pas trop. Bon, le micro doit être quand même pas mal fort, c'est limite ça siffle à des moments. Ok. Ok, ensuite je vais dupliquer tout le temps avec cette technique, on duplique ici. Je vais descendre ce charlet, je vais l'effacer celui-là, en mettre un que les deux mesures. Donc voilà, en gros. Hein. Après, si on se dit que ce truc doit faire partie du groupe drum, on peut tout grouper ensemble, c'est-à-dire j'ai déjà un groupe drum avec plusieurs pistes ici. Et je vais aller caler ma deuxième batterie là-dedans, à côté des autres. Bon, dans le mix dub, aujourd'hui, on ne va pas aborder le mix en découpant la batterie kick, snare, hi-hat, hein, parce qu'il y a un groupe complet, donc on verra des mix en détail une autre fois. Voilà, je peux aussi, du coup, enlever le drum bus que j'avais mis sur cette piste, cette nouvelle piste de drum 2, parce qu'il y en a une déjà sur le bus qui contient toutes les pistes. Voilà, j'ai zappé un truc sans faire gaffe. Voilà, c'est pas la piste que je dois effacer, c'est juste son drum bus. Ok. Donc c'est pas grand chose, hein. La partition en elle-même que j'ai rajoutée, c'est pas grand chose, mais ça suffit pour donner un petit peu de patate au beat en lui-même. Si je l'enlève, voilà, c'est pas négligeable quoi. Donc voilà, c'était pour la parenthèse drum. Comment ouvrir un drum rack, comment voilà, jongler un peu avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc maintenant, dernière ligne droite, l'automation. Donc on va ouvrir 2 pistes d'effets et puis laisser le room comme ça, envoyer un petit peu de basse dans le room, sachant que je vais envoyer vraiment de la basse. Sachant que j'ai coupé les infras qui rentrent à l'intérieur de la reverb. Voilà, je peux même envoyer un peu de la reverb à fond sur la basse. Vous voyez, ça prend pas de place dans le mix et on pense que le bassiste aussi joue dans la même pièce. Voilà. Donc on va ajouter juste 2 effets pour simplifier la donne. Donc un return track et un autre return track. Je vais les changer de couleur pour savoir de quoi on parle ici. Voilà. Et on va mettre une big reverb et un delay. Tac, 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 delay et reverb. Donc le delay à étudier absolument. Le plus intéressant, c'est le truc qui s'appelle Echo, si je me rappelle. Echo, voilà. Ça vaut des racks qui existent à l'extérieur de l'ordinateur. Ça en vaut même 10 000. Donc on met full weight pour les instruments en auxiliaire et puis on va ouvrir une reverb Ableton. On pourrait même, au lieu de faire ça, copier notre première reverb dont on changera les paramètres, ce qui permettra aussi d'aborder comment continuer notre interface. Donc voilà, CTRL V. Je vais changer ces paramètres tout à l'heure.
Donc pour comprendre comment changer ces paramètres, je vais juste envoyer la snare dedans. Une seule snare. Voilà. Voilà. Et là, on va régler un truc. Ok. Ah oui, petit truc sympa sur la reverb, si vous automatisez ce bouton, il va tenir la dernière reverb qui a joué. Hop. Donc déjà, on sait que le decay, on va le mettre en raccourci sur la suite de notre track de reverb qu'on a commencé précédemment. Donc je vais me dire que tiens, cette reverb, 30 secondes maximum, ça doit être suffisant quand même. Donc 3000 millisecondes. Non, c'est donc 30 000 millisecondes. Voilà, 30 secondes. Je mets ce qui va être mon decay à fond. Et j'assigne ce decay au macro 3. Voilà. De cette manière, à fond 30 secondes, minimum 200 millisecondes. Voilà, ensuite, je vais assigner le freeze. Toujours intéressant, donc en 4. Donc decay et freeze. Donc même un interrupteur, on peut l'assigner à un bouton circulaire, il va passer en mode freeze, c'est-à-dire on peut assigner ça à un bouton on-off. Hein. Donc on peut assigner ce truc à un bouton on-off. Donc on aura juste à assigner un truc au bouton on-off pour faire un freeze sur la reverb. Donc admettons. Voilà. Ce qu'on peut assigner aussi en raccourci, c'est le pré-delay de la reverb, donc au tout début de la reverb. Ici, ou alors, un CTRL-Z, excusez-moi, on va assigner la fréquence de coupure. D'ailleurs, je vais mettre un peu de résonance là-dessus. La fréquence de coupure de l'entrée de reverb sur le 1. Et on va appeler ça input cutoff ou low cut. Voilà. De cette manière, sur l'interface, on aura ce paramètre ici. Voilà. Et le pré-delay au macro 2. Voilà. De cette manière, on a tout, ou la plupart des paramètres importants à utiliser sur la reverb. C'est bien aussi de se préparer ces racks parce qu'au moment des automations ou des assignations qu'on va faire comme tout à l'heure avec le clavier AZERTY ou le contrôleur MIDI, eh ben, au lieu d'avoir à rentrer dans toutes ces images et puis plein de petits détails, on a juste à aller au début sur les paramètres qu'on a déjà choisis et assigner nos boutons. Quoi. Ok. Je pense qu'on est bon là pour une grosse verbe de dub, même baisser un peu le truc de retour, un peu de decay. Voilà, si on va laisser comme ça. Donc, c'est une idée. Donc, toujours penser à retourner dans son user library, preset, le dossier qu'on a préparé, 2020 effect, et reglisser cette même reverb en lui donnant un autre nom, parce que du coup, c'est plus une reverb room. Là, ce qu'on a préparé, c'est reverb big. Donc comme on a mis un EQ, on va continuer un tout petit peu sur la reverb, parce que juste de tourner ce bouton, vous entendez bien que la couleur de la reverb change. Donc déjà pour commencer,
je vais appuyer sur Map et je vois qu'ici c'est inutile de couper les low cut. Ça équivaut, si je le coupe à 22, voilà, on coupe toutes les fréquences d'entrée. Donc on va calibrer le bouton pour que on va écouter la reverb toute seule. Donc faire ça aussi, cette histoire de macro et tout, c'est que vous sculptez vraiment votre effet. Il faut bien voir qu'un EQ ou une reverb dans Ableton, c'est pas le truc qui va tout faire. Là, c'est vraiment vous réunissez différents éléments modulaires dans une bécane et ces 8 boutons deviennent comme les 8 boutons de façade d'une reverb hardware. Il y a rarement d'ailleurs 8 boutons même sur une façade de reverb hardware digital. Hein, c'est bien le maximum. Donc il faut avoir cette pensée derrière et puis voilà, je vais calibrer les boutons pour que tous ces boutons, même s'ils sont utilisés un peu n'importe comment, qu'ils soient qu'il y ait une garde, quoi. Surtout là, par exemple, ça serait inutile d'avoir à faire ça. Donc, voilà, je pense que le plus petit que j'utiliserais, ça serait ça. On va se baser sur 3 kg au maximum. Donc, je retrouve un petit truc, si on veut retrouver vite fait un paramètre qui est là, le low cut input. CTRL R. Il vaut mieux marquer à l'endroit. Cut in. Voilà. Je lui donne une autre couleur momentanément. Voilà, comme ça je le repère tout de suite dans la liste, parce que vous pouvez avoir des listes qui font 3 fois l'écran d'Ableton dans certains drum racks. Et en valeur maximale, je vais lui dire low cut, mais jusqu'à 3000, donc 3 kg maximum. De cette manière, quand je vais pousser au maximum, je reste dans le rang audible. Voilà. C'est un dernier petit détail. Et on peut aussi... pour bien finir cette reverb, rajouter un filtre en sortie. En sortie, donc instrument audio effect. On va prendre les classiques autofilter. Donc là, vous repasserez le truc en boucle. Donc mon idée est de fabriquer un filtre parallèle. Donc je mets un filtre. Voilà, mais je veux quand même entendre toute la reverb quand ça va se passer. Ok, je vais envoyer le piano aussi là-dedans, qu'on ait un peu de matière. Donc pour ça, un petit truc sympa, on fait un groupe avec cet autofiltre, en le sélectionnant, CTRL-G. Et on appelle la chaîne où est le filtre, où il y a le filtre, filtre. Et on crée une chaîne qui s'appelle Dry, où on ne va pas mettre d'effet, ça celle-là. Ok. Voilà déjà. Donc on conserve notre signal Dry pendant qu'on balaye le filtre, mais le son n'est pas flagrant quand on laisse juste ça. Enfin, le changement n'est pas flagrant, quoi. Donc, en mettant un utility derrière ce filtre, hop, je répète les mêmes trucs que j'ai dû déjà dire dans d'autres tutos, mais ça sera pour ceux qui ont loupé les autres. Voilà, donc derrière le filtre, j'ajoute un utility auquel je ne touche pas, je vais juste inverser la phase de cet utility. Maintenant, voyons ce qui se passe. Bon, déjà, ce qui se passe, c'est que je suis en train de bidouiller avec un low pass et ce qu'on entend, c'est un high pass, quoi. Pour bien faire comprendre ce qui se passe, si j'éteins le signal sec, vous entendez la réponse du filtre correspond à la courbe qu'on voit, donc un low pass. Mais dès que je rallume le dry et que le dry est combiné au filtre que j'ai inversé en phase avec l'utility, ça change. Là, on entend un high pass. Là. On n'entend plus un low pass. Donc voilà, un truc comme ça, on peut choisir un band pass plus large, changer la nature du filtre. C'est pas le mieux, je préférais le précédent.
On va réessayer. Vous voyez, là, j'ai un high pass en courbe, et ce qu'on entend, c'est il coupe tout, ça devient un low pass. Donc, le comportement de ce qu'on voit sous les yeux, là, est inversé par le fait que j'ai inversé les deux canaux. L'inversion de phase ici, les deux petits carrés jaunes. Donc voilà, je vais en choisir un. On va voir dans le contexte. Ok, ça va être un truc comme ça, je pense. Et on va, dans ce rack qu'on va appeler filtre parallèle, à l'intérieur de ce même rack, on va déjà calibrer ce filtre pour qu'il soit utile, en fait. Donc ça serait ma valeur la plus basse pour le filtre. Là, je touche à la fréquence, donc j'assigne maintenant ce bouton fréquence sur le macro ici. Donc je rappelle, on est bien sur le rack qui concerne le filtre, qui est à l'intérieur du rack qui concerne la reverb. Hein, on est bien d'accord. Donc voilà. Voilà, comme ça nous fait un filtre à balayer sur la reverb. On peut assigner aussi cette résonance. On va assigner à la valeur maximale. Il n'y aura pas besoin de le faire siffler comme ça. Parce que vous voyez, on va jusqu'à 125. Donc à 100, c'est le maximum. Et au-dessus de 100, ça commence à auto-osciller. Donc on va faire ça. Cette fois-ci, je mets mon bouton à fond. Allez, on va aller jusqu'à 90, quelque chose comme ça. Assigné au macro 2. Voilà. Si vous voulez un peu simuler cet effet de step dans le balayage du filtre, un petit peu de résonance, et il faut que le bouton puisse bouger de manière quasi instantanée d'une position à l'autre. Là, je le fais à la souris, par exemple, avec un potard, c'est faisable aussi. On voit que quand on est bien dans l'aigu, il nous sort un petit... c'est bien aigu, donc je vais juste rajouter hop, à la fin de tout ça, juste un petit EQ qui va atténuer l'aigu. Pourquoi pas même un cut. Donc ça serait notre post-EQ. Hein. Comme je disais, j'essaie de reconstituer ce que pourrait être une bonne reverb digitale avec... les fonctions d'EQ en entrée, d'EQ en sortie, etc. etc. Et on pourrait... Voilà, on pourrait quoi? On pourrait assigner peut-être ce filtre. On va pas l'assigner, on va rester sur le... Voilà, sur fréquence et réseau, CTRL R, Res. Ok. Donc avant de les assigner au rack de départ, au rack leader, on remet tous ces paramètres au
au début. Voilà, donc j'assigne, je regarde mon interface sur 5 et 6. Donc celui-là sur le macro 5 et le résonance sur le macro 6. C'est pour ça qu'ils deviennent grisés, parce que maintenant leur contrôle est directement ici en façade. Et là, on a notre filtre à balayer ici et notre réseau. Et vu qu'il nous reste une case, on va rajouter quoi pour compléter cette reverb? C'est magnifique. Un gate. Donc pareil, dans Ableton, vous prenez le gate. On va le mettre avant le gain de fin. Donc un gate, c'est pas mal pour... ça permet de faire ce type de son. Écoute. C'est pas super flagrant, on va pouvoir faire mieux. Parce que là, ce qui se passe, c'est que c'est la reverb en elle-même qui va faire que le volume qui dépasse ces petites lignes, on va l'entendre ou pas. Mais le son est tellement long et sans variation de dynamique que c'est pas un bon déclencheur pour le gate dans une chaîne de reverb. Et voilà, je pense que dans les reverbs élaborés en hardware, il y a bien un gate à la fin parce qu'on peut faire des gate verbs avec, mais le signal qui va décider de ce gate quand il s'ouvre ou il se ferme, c'est pas la sortie donc de la reverb, mais plutôt le signal qui sera en entrée de cette reverb. Donc si je coupe ma reverb, pour être clair, voilà, ça sera plus un signal très très sec. Et comment on fait pour que ça soit le signal qui arrive en entrée d'effet, qui agisse sur le gate qui est à la fin de la reverb? On utilise donc les sidechains et on va essayer de voir si on peut récupérer le signal pré-effect de la piste qui est le reverb big, qui est le 3e return track qu'on a. Donc j'ouvre le sidechain, je choisis dans Audio Input, voilà, on a accès bien à la reverb elle-même. Et cette reverb, je la prends, voilà, je la laisse sur Pre-FX. Voilà. Donc je vais allumer le sidechain. Et on voit que le signal qui est à côté, là, qu'on voit en gris, est beaucoup plus précis que si j'éteins le sidechain. Et on voit toute la longueur de la reverb là-dessus. Donc laissons le sidechain. Et rallumons cette reverb. Même on va la mettre en solo pour bien entendre ce qui se passe. Par exemple, ça a l'air de rien, mais ça, en touchant un autre filtre du début, je crois même je vais encore réduire la fréquence de passage de ce tac fréquence filtre parallèle. Ouais, voilà, 19, non, 19 c'est trop. D'ailleurs, c'est pas ce rack que je dois regarder, mais le rack du filtre en lui-même. Voilà, et j'ai mis 3 kg. Ça, c'est pour le low cut in. Voilà, on en est là. Dans l'aigu aussi, le limiter vers 9. 1, 2, 3. 9 kg. Comme ça, quand je vais jouer du bouton, même s'il est assigné sur un, comment dire ça, sur un potard, je suis dans une gamme qui est pas trop aiguë. Donc voilà comment on personnalise un effet, un des exemples sur comment personnaliser un effet. Je sens mieux à 12 000, voilà.
Donc on peut plier le filtre comme ça c'est réglé. L'EQ qui a après, qui est post-EQ, post-verbe, on va pas y toucher, donc on peut le fermer aussi. On va terminer notre configuration du gate. Donc en fait, ce que je vais assigner, c'est déjà régler bien l'attaque et le release de ce gate et l'assigner au dernier bouton de macro qui nous reste. Là, ce que je touche, le floor, c'est quand le gate est fermé, est-ce qu'on n'entend rien du tout à moins l'infini ou est-ce qu'on entend toujours un peu de verbe? Ouais, je vais le mettre à moins l'infini, que ça soit gate tout puissant. Voilà, apparemment, je vais envoyer un maximum le drum pour savoir à quel volume. Voilà, ça sera inutile d'aller là parce que du coup ça éteint la reverb.